Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell et je suis accompagné de Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Jérémy Manière. Tu as 29 ans et tu es originaire de Valorbe. Ayant accompli une carrière de footballeur professionnel au sein des clubs suivants, Yverdon, Bienne, Thun, Lausanne Sport et le Stade Lausanne-Ouchy, tu as effectué plus de 220 matchs en Super League et en Challenge League. En parallèle de ta carrière de footballeur, Jérémy, tu as suivi des études universitaires avec un bachelor en sciences de l'information et de la communication et en sciences du sport, ainsi qu'un master en management du sport. Tu as obtenu le prix de Swiss Sport Managers 2020 du meilleur mémoire de master de l'Institut des sciences du sport à l'UNIL. Ce dernier portait sur une réforme du format de compétition de la Swiss Football League. Tu es également consultant sur Blue Sports Romandie. Jérémy, bienvenue sur Pluton Football. Merci les gars, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Pour commencer cette discussion, je voulais revenir pendant notre processus en fait de préparation d'aujourd'hui. Parmi les informations qu'on avait entre nos mains, un élément qui nous a vraiment frappé, c'est quand tu as parlé des leçons que tu as tirées d'échecs, donc du document de pré-interview. Tu as mentionné le fait que tu ferais moins confiance aux gens, notamment dans le football. Quel a été l'élément déclencheur à cela? C'est une succession de petits éléments au fur et à mesure de mon parcours. Après, je dirais, forcément, il y a ma fin de contrat au Lausanne Sport qui reste un petit peu en tête, même si ça fait un moment que je suis passé à autre chose. Mais sur le moment, c'est vrai que j'avais mal vécu la situation, parce que justement, j'avais fait confiance à des personnes que je supposais être dignes de confiance et malheureusement, ça s'est un peu retourné contre moi et puis tous mes plans ont été un petit peu réduits à néant parce que je me voyais bien continuer dans ce club et malheureusement, malgré des promesses, ça s'est pas passé comme je le voulais, mais c'est général au monde du football en fait. Le monde du football, c'est un beau monde, ça attire beaucoup de bonnes personnes, mais forcément, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a beaucoup d'intérêts financiers, et ça attire aussi des mauvaises personnes qui sont pas forcément toujours très bien éduquées ou qui ont pas forcément toujours voilà, enfin, elles sont pas attirées par les bonnes choses dans le football, on va dire ça comme ça. Ouais, puis bon, maintenant qu'on est un peu en train de parler de, voilà, de la confiance qui est un peu une valeur, ou bien là on parle aussi un peu d'un manque de valeur. Quelles sont pour toi les 3 valeurs les plus importantes pour toi en tant qu'homme? Mais je dirais le respect, l'humilité et puis le travail. Je dirais que dans les relations qu'on a avec les personnes autour de nous, c'est ces trois fondements qui font que on peut construire des relations puis avoir du plaisir à rencontrer des gens et puis à tisser justement des relations. Après, tout dépend le contexte, hein, mais ouais, je pense que c'est trois valeurs qui sont relativement importantes en général et qui sont importantes aussi pour moi et puis pour ma famille. Je voulais revenir sur un mot qui me frappe, c'est que tu as parlé de bonne éducation juste avant. Pour toi, en tant que footballeur, et de devenir la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une bonne éducation? En tant que footballeur ou en tant qu'être humain, tout simplement? Ça va ensemble, mais alors partons sur l'être humain. Non, c'est vrai que c'est lié forcément. Non, en tout cas, Je dirais c'est un côté lié en tout cas, certainement. Mais la bonne éducation, c'est un regroupement de plusieurs valeurs, comme le respect, comme la politesse, comme la ponctualité, enfin, le goût du travail, ça appartient pas forcément à ça, mais la joie de vivre également, être empathique, montrer de l'intérêt pour les gens qui nous entourent. Je dirais que c'est ces valeurs-là qui font qu'au final, on crée des relations, on crée une bulle sociale, et puis c'est à travers ça qu'on peut se développer en tant qu'être humain. là, je suis tout à fait d'accord avec toi pour tout ce que tu as cité jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose quand on pense à toi, on s'intéresse à ton parcours, quelque chose qui doit nous frapper, c'est le fait que tu as été sportif au plus haut niveau et en même temps que tu as réussi à avoir tous ces diplômes, donc tu as réussi à mêler études et le sport, ta passion. Je voulais revenir plus en détail là-dessus et te demander quel a été véritablement le déclic pour toi de faire ces études ou bien plutôt de les reprendre. Ouais, c'est plutôt de les reprendre parce que je les avais mis de côté. J'ai commencé assez jeune en pro à 17 ans. J'ai signé mon premier contrat professionnel peu avant mes 18 ans, ce qui fait que
À ce moment-là, j'étais même en équipe nationale, donc j'avais vraiment la vision de tout me focaliser sur le sport, sur ma carrière, parce que bah, j'étais en droit de rêver, entre guillemets, tout se passait bien, pro à 17-18 ans, équipe nationale, je voyais grand, et puis à ce moment-là, dans ma vie, ben, je venais de finir mon gymnase et avec l'accord de mes parents, j'ai décidé de me focaliser sur le foot. Et c'est vrai que pendant quelques années, j'ai mis ça de côté. Et finalement, bah, l'élément déclencheur, c'était en 2013, je dirais, quand j'étais à Bienne en Challenge League, où j'étais redescendu d'une ligue parce qu'à Toul, justement, j'avais pas eu beaucoup de temps de jeu. Je jouais à Bienne, justement, en Challenge League pour avoir un peu plus de temps de jeu, ce que j'ai eu. Mais j'avais beaucoup de temps libre, en fait. On s'entraînait une fois par jour, de temps en temps, une fois par semaine, c'était doublé, les mardis ou les mercredis. Mais malgré tout, l'après-midi, je rentrais à la maison, je faisais une sieste, je me calais devant ma PlayStation et puis oui, c'était cool, je m'amusais bien. J'invitais mes potes de l'équipe, on faisait des FIFA, enfin voilà, comme un jeune de 20, j'avais quel âge, 22, 23 ans à l'époque. Enfin, il n'y a pas de honte à ça, simplement. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé, j'avais envie de faire quelque chose d'autre, d'occuper un petit peu plus intelligemment mon temps libre, de meubler et puis de meubler un petit peu mon cerveau aussi parce que je veux pas dire que quand on fait que du foot, on met son cerveau sous off, mais j'ai besoin de me développer aussi en tant qu'être humain et pas seulement en tant que footballeur. Donc, je me suis renseigné par rapport à des études. Et le deuxième élément déclencheur, c'est le fait de mettre, bah, avec ma femme, qui est ma femme actuelle, en fait, je l'ai rencontrée à plus ou moins à cette période-là. Et on a beaucoup échangé sur le sujet. Elle faisait des études de droit à cette époque-là. Et elle m'a vraiment vivement recommandé et conseillé de reprendre des études, de voir si ça me plaisait, de voir déjà si c'était conciliable avec mon emploi du temps de footballeur. Et il s'est avéré au final que c'était complètement conciliable. Donc, c'était une réflexion double. C'était une réflexion avec ma copine qui est devenue ma femme et également du fait que l'après-midi, j'avais trop de temps libre et puis je commençais à me faire chier parce que ça faisait 4-5 ans que j'étais focalisé que sur ma carrière et j'avais besoin de vivre quelque chose d'autre en fait. Voilà. Et maintenant, du coup, avec du recul, bon, j'ai pas envie de dire si tu regrettes, mais vu que comme tu l'as dit, c'est conciliable, est-ce que tu aurais pu aussi, ben, tout simplement pas arrêter tes études et puis continuer ben, en même temps que ta carrière? Non, je pense pas parce que à ce moment-là, j'avais envie après l'école obligatoire et puis après le gymnase en 3 ans sur le canton de Vaud d'avoir toutes les chances, de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer entre guillemets, de me développer, de progresser et puis de percer, comme on aime bien le dire, c'est un peu un mot fourre-tout, mais voilà, de percer. Et surtout le fait que je sois transféré à Thun en 2011, que bah voilà, il y avait déjà passablement de changements à cette époque-là. Je déménageais en Suisse allemande, je vivais seul pour la première fois, j'allais me faire à manger pour la première fois, j'allais apprendre à vivre en tant qu'adulte en fait pour la première fois. Donc déjà ça, il y avait passablement de chamboulements dans ma vie. Il fallait aussi que je m'adapte une nouvelle langue, à une nouvelle équipe. Surtout que j'ai intégré Toon d'abord avec les moins de 21. C'était prévu que j'intègre la première équipe assez rapidement, mais voilà, c'était prévu que je fasse ça étape par étape. Donc, en plus du fait que c'était une nouvelle langue, je parlais pas encore suisse-allemand à l'époque, ni allemand. Ça aurait été impossible d'aller étudier à Berne. À Berne, c'était l'université la plus proche de Thun à ce moment-là. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais j'aurais pas pu suivre des cours universitaires en allemand ou en anglais parce que mon niveau linguistique me l'aurait pas permis. Donc, à cette époque-là, non, ça aurait pas été possible. À Bienne, tout était possible en fait parce que il y avait l'université de Neuchâtel qui était à 30 minutes de la maison. Il y avait des cursus qui me plaisaient, la communication et puis le sport. Et au final, j'avais aucune excuse. Il y avait tout qui était réuni pour en tout cas tester dans un premier temps. Ouais. Et puis, ben, justement, voilà, toi, tu l'as dit, tu as arrêté les études en accord avec tes parents et surtout parce que c'était, voilà, tu arrivais justement dans le monde pro. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent les études, donc même avant d'être pro, qui veulent se consacrer au football, voilà, pour se donner le maximum de chances de réussir. Qu'en penses-tu de ça? Est-ce que c'est pas risqué quand même d'arrêter sans vrai diplôme? Ouais, moi je trouve ça très risqué. Et au fil de ma carrière, bon après quand j'étais plus jeune, non, mais on va dire les 4-5 dernières années, quand j'avais peut-être un rôle plus important au sein de mes équipes, j'essayais peut-être de sensibiliser certains jeunes joueurs de mon équipe par rapport à ça, justement, parce que certains, ils n'ont même pas fini l'école obligatoire, qu'ils arrêtent et puis ils se consacrent à leur carrière alors que ils sont en moins de 21 dans un club roman ou peu importe, mais c'est hyper risqué et surtout
c'est un peu de la fainéantise, j'ai l'impression, parce que maintenant, il y a des aménagements qui sont faits quand même pour qu'on soit sportif d'élite et puis, enfin, jeune sportif d'élite et qu'on suive une formation à côté. Alors, on va dire les joueurs qui veulent faire un apprentissage des métiers manuels où il faut bosser de 7, 8 à 15 heures, 16 heures, c'est plus compliqué. Et ça, je connais un petit peu moins bien, donc je vais pas forcément l'évoquer. Par contre, ceux qui veulent suivre des études, je sais pas, des études de commerce ou un gymnase ou des choses comme ça, moi, j'ai pu bénéficier d'aménagements avec le gymnase Auguste Picard à Lausanne. Il y avait des classes spéciales pour sportifs et puis artistes d'élite. Il y avait les mêmes à Beaulieu en diplôme à cette époque-là. Et je pense qu'elles existent encore, en fait. Donc, ces aménagements existent encore. Donc, moi, j'essayais vraiment de sensibiliser les plus jeunes par rapport à cette thématique parce que même si on est fort en moins de 21 à Sion, à Lausanne, à Servette, à Bâle, à Libé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il y aura toujours plus fort que soi. Et même, c'est un plus. Ça fait du bien. Tu peux trouver un équilibre. Tu peux, voilà, comme j'ai déjà dit, te développer en tant que personne, en tant qu'être humain. Et tant que t'es pas à un certain niveau, que tu joues pas la Ligue des Champions ou bien l'Europa League et que t'as pas 2 matchs par semaine, je pense et j'estime que c'est possible, c'est conciliable des études, en fait. Avant, tu as parlé de deux cursus qui t'intéressaient vraiment, qui étaient le sport et la communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton quotidien à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres sujets aussi, en dehors du football, qui t'intéressaient? J'en mentionne un, c'est peut-être, ça te parle pas du tout, le développement personnel. Ça peut correspondre à des lectures aussi que tu fais. Je sais pas si tu lis beaucoup, mais je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Alors, je lis, c'est marrant, en fait. Moi, je lis peu. Par contre, le seul moment où je lis, c'est sur la plage en vacances. Là, ma femme, elle en a marre de moi parce que tout l'après-midi, je lui parle pas et je l'écoute même pas quand elle me parle. Parce que quand je suis, quand je suis, quand je suis captivé par mes lectures, bah je me fais une petite bulle et puis j'adore ça. Et puis, je passe toute l'après-midi sur la plage à bronzer avec mon livre, quoi. Donc, ça, c'est mon kiff. Mais par contre, dans mon quotidien, en Suisse, je lis peu. Honnêtement, je lis peu. Ce que je lis, c'est beaucoup des biographies. J'aime beaucoup les biographies de sportifs. Les autobiographies également. Il y a certaines autobiographies que j'ai lues. J'ai lu récemment celle de Shaquille O'Neal. J'ai lu Stephen Curry également. J'ai lu Griezmann. Qu'est-ce que j'ai lu J'aime beaucoup le basket et la NBA, donc j'ai beaucoup lu des biographies de basketteurs. J'ai lu aussi celle de Guardiola parce qu'il m'inspire aussi. Et j'aime beaucoup aussi, bah ça c'est un peu cliché de dire ça, mais j'aime beaucoup les polars, les thrillers un petit peu, les romans policiers. Et ça c'est mon kiff. C'est ma maman qui m'a transmis ça depuis tout petit. Donc voilà, ça c'est un peu les lectures que j'ai quand je lis, quand j'ai le temps de lire, on va dire ça comme ça. Euh, Sinon, ben voilà, le développement personnel, je trouve que c'est un thème qui est assez récent. Au Ouais, moment où j'ai repris des, comme ça pour lancer, mais après, c'est vrai que si ça te parle moins, peut-être pas. Oui, ça te au parle. moment, au moment où j'ai repris mes études, ben voilà, c'était la communication. J'adorais écrire, j'adorais tous les métiers de la com dans le sens large. Et puis le sport, bah oui, forcément, moi j'ai fait beaucoup de sport tout petit. Mes parents, ils m'ont inscrit à dans tout plein de clubs dans mon village à Valorbe. J'ai fait partie du ski club Valorbe, du tennis club Valorbe. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait bah forcément du foot. Et au final, c'est cette vision polysportive qui a fait que ben j'adore le sport en général, quoi. J'adore le sport en général. Là, j'ai arrêté ma carrière, mais je reprends, dans la mesure du possible, je reprends le tennis. Je me réjouis de skier aussi. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dirigé vers des études de sport parce que j'avais aussi dans un coin de ma tête, pourquoi pas devenir prof de sport ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers ces deux filières. Ouais. Pour rebondir sur ma question, je voulais te demander, parce que tu as, voilà, t'as mentionné Pep Guardiola, Stéphane Curry, des sportifs aussi connus, mais dans un autre domaine que le football. Est-ce que, parmi toutes ces lectures, est-ce que tu arriverais à nous citer un ou deux éléments qui vraiment t'inspirent? Bah, si on reprend par exemple la biographie si on reprend par exemple pardon? J'ai dit, excuse-moi de te couper. Je voulais dire que tu retiens en tant qu'homme ouais, sur le plan de l'homme, quelque chose qui t'inspire et que tu retiens, Ah, un footeux ou pas. Mais je te il y laisse. a pas de souci, tu peux me couper, il n'y a pas de problème. Euh, Bah, par exemple, si on prend l'exemple de la biographie de Stephen Curry, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le fait que bah, là, on le connaît actuellement, c'est une superstar mondiale, c'est marketing, c'est quelqu'un qui est, bah, voilà, qui est au top.
C'est peut-être, moi, je pense, même le meilleur shooter à 3 points de l'histoire du basket. Ok. Et quand il avait 16, 17 ans, toutes les facs le voulaient pas, en fait. Il était trop petit, il était trop frêle, il était trop pas assez dur, entre guillemets, au duel. Et malgré son talent dans le ball handling, dans le shoot, bah, personne ne le voulait. Et finalement, bah, il a continué à aller taper à la porte des facs. Et finalement, bah, maintenant, c'est un All-Star, c'est un joueur qui a gagné trois titres. Là, je dis peut-être des conneries maintenant. C'est un mec qui sera au Hall of Fame. Et puis, c'est un mec qui part, je vais pas dire de tout en bas parce qu'il a un talent inné et puis c'est un génie du basket. Mais à 16, 17, 18 ans, personne ne le voulait. Et finalement, ben, c'est un des meilleurs meneurs en NBA actuellement, quoi. Donc voilà, ça enfin, c'est un exemple très concret, mais pour dire, ça m'a inspiré. Je me suis pas vraiment reconnu en lui parce que, ben, c'est, il a fait du basket, c'est une superstar mondiale. Enfin, il y a rien à comparer. Mais pour dire, à 16, 17, 18 ans, c'est pas forcément les plus forts qui percent, quoi. Donc voilà. Moi, j'aimerais justement rester là maintenant qu'on parle de personnes qui t'inspirent. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est un peu plus récemment. Mais toi, plus jeune, est-ce que tu as eu vraiment des gens qui t'ont inspiré ou même pourquoi pas un mentor? Bah je crois qu'on est jeune, qu'on est enfant, dans le cercle familial, on s'inspire de ses parents. Donc ouais, c'est les premières personnes qui m'ont inspiré, c'est mes parents, qui m'ont transmis, je l'estime, une bonne éducation, voilà, transmis des valeurs comme on l'a déjà évoqué, de la politesse, le respect, l'humilité, des choses comme ça, le travail aussi beaucoup. Donc ouais, mes premiers exemples, c'est mes parents, et c'est toujours mes exemples d'ailleurs. Donc ça, on va dire ça comme ça. Après, pour le football, plus précisément, je suis à moitié français, donc à la maison, on regardait beaucoup les chaînes françaises à la télé. Le foot français, on suivait beaucoup. Donc moi, on a vécu avec les exploits de Zinedine Zidane dans le cadre familial. Donc mes parents, mon frère, on a toujours admiré Zinedine Zidane, l'équipe de France également. Et plus récemment non, mais durant ma carrière, comme je jouais beaucoup 6 ou surtout défenseur central sur la deuxième partie de ma carrière, j'aimais beaucoup Thiago Silva et ça c'est plus dans le style de jeu que j'essayais de m'inspirer de lui, mais toute proportion gardée là encore. Mais c'est un joueur, ouais, son style de jeu me parlait et j'essayais de l'imiter, de le copier à mon petit niveau. Ouais. Puis pour justement rester là, donc là, ouais, c'est vrai que c'est des joueurs que tu as vus, mais peut-être des joueurs que tu as côtoyés. Moi, surtout, je pense quand tu démarres en pro, est-ce qu'il y a eu vraiment un joueur qui a été vraiment important pour toi, ouais, auquel tu t'es identifié, qui t'a aidé aussi dans tes débuts? Est-ce que tu as un joueur Ou bien particulier? fil de ta carrière aussi, quelqu'un que tu as côtoyé et qui vraiment t'a marqué. Je pense Guillaume a dit. Mais honnêtement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de. Je pense que au fil d'une carrière, on s'inspire un petit peu de tous les coéquipiers qu'on a. Alors forcément, on prend pas les mauvais côtés, mais on essaye un petit peu de s'inspirer, de prendre des petites touches, comme on prend des petites touches de tous les entraîneurs qu'on a en fait. Il y a des entraîneurs qu'on a aimés, il y a des entraîneurs qu'on n'a pas aimés, mais malgré le fait que certains on n'ait pas trop aimé, il y a peut-être deux trois éléments qu'on prend. Et c'est pareil pour les coéquipiers. Certains, c'est des énormes travailleurs. On se dit, ah bah lui, il est tous les jours à 7 heures du matin en salle de muscu. Bah peut-être qu'il faudrait que je mette le réveil un petit peu plus tôt demain matin et puis que je fasse comme lui ou des choses comme ça. Là maintenant, il y a pas un nom particulier qui me vient, mais ça c'est sûr. On s'inspire de lui, on s'inspire d'un de notre coéquipier qui est, j'en sais rien, qui a un super dribble. Ben voilà, lui il met son corps comme ça, donc voilà, on va essayer ça comme ça. Lui, il a une super qualité de passe, donc on va essayer de la taper comme ça, notre long ballon. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que on progresse en tant que joueur et puis on progresse en tant qu'être humain aussi. Mais là maintenant, quand j'y repense un petit peu, j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont fait des belles carrières, qui ont joué un petit peu à l'étranger, qui ont joué même en équipe suisse. Et moi, ce qui m'a marqué souvent, c'est que c'est souvent les plus humbles en fait. Je prends l'exemple par exemple de Xavier Marguera que j'ai côtoyé au LS. Pour ceux qui nous Xavier Marguera, pardon? Je dis un conseil pour les jeunes, pour ceux qui nous écoutent. Ouais, Écoutez là. mais c'est vrai. Il y a pas, il y a de tout. Hein. Il y a aussi des joueurs qui ont fait une super carrière, qui sont des divas. Mais moi, je vais pas dire mon petit niveau, mais au niveau auquel j'ai joué avec des joueurs, comme j'ai dit, qui ont fait des belles carrières, comme Xavier Marguera, qui a joué au FCZ, qui a joué en Espagne à Osasuna, qui a joué en équipe nationale. Et c'est quelqu'un, il n'y a pas plus simple que lui.
le contact, il est facile avec lui. Il est drôle, il est respectueux, il est humble. Tu peux parler de tout. Et malgré le fait que au LS, quand j'arrive en 2016, on n'est que des jeunes, on a notre carrière devant nous. Et lui, c'est un peu un des seuls avec Walter Pandiani à avoir sa carrière entre guillemets un petit peu derrière. Et malgré tout, ben, ils se font dans le collectif et il aide tout le monde en fait. Et il joue un rôle de leader, même il y a plusieurs types de leaders. C'est pas un mec qui va crier, c'est pas un mec qui va, je sais pas, s'imposer, parler de lui tout le temps. Par contre, il aura toujours un petit mot vers chacun et puis il sera facile d'accès surtout pour tous les joueurs de l'effectif, même pour les jeunes de 18 ans. Et ça m'a montré justement qu'il avait on peut très bien faire une belle carrière en étant super humble, super respectueux, super simple. Il y a un autre exemple dans ce cas-là, ça me fait penser parce qu'on vient de la même région, autant que Xavier que moi, et puis justement Alain Rochat, c'est l'autre exemple que je voulais évoquer. Alain Rochat, il a joué très longtemps, il a joué à Rennes en Ligue 1, il a joué à Zurich, il a joué à IB, donc des top clubs en Suisse. Et malgré tout, c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un de très respectueux, très sympa, qui a une belle vie de famille, qui nous a invités même les joueurs chez lui à faire des barbecues. Enfin, c'est un mec qui a entre guillemets accompli plus que la plupart des joueurs de l'équipe au moment où on jouait ensemble, mais il leur faisait pas du tout ressentir ça. Il était tout simple et puis il avait son rôle de leader, de joueur expérimenté à jouer et il l'a très bien fait. Ouais, non, je trouve important de parler de ça. C'est vrai que je trouve que c'est aussi une valeur importante, l'humilité et de vraiment le mettre en avant. C'est vrai que même des fois, on voit des gens qui sont un peu ouais, qui manquent un peu d'humilité alors que finalement ils ont pas fait grand-chose, ils ont pas encore réussi et je trouve c'est important, ouais, de vraiment mettre en avant, hein, cette humilité. C'est ça, c'est ça. Eux, les deux joueurs que j'ai évoqués, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est des joueurs vraiment qui m'ont marqué par rapport à ça parce que ils ont une carrière plus plus étoffée que la mienne entre guillemets, mais ils m'ont jamais fait ressentir dans nos contacts au quotidien que qu'ils étaient mieux que moi, qu'ils étaient plus intéressants que moi, qu'ils étaient plus forts que moi ou quoi, peu importe quoi. C'était des gens très bien, très simples et ça résume bien le fait que voilà, comme j'ai dit, on peut faire une belle carrière en restant humble. Ouais. Tu as dit plein de choses qui sont vraiment importantes là. Avant, tu as parlé d'entraîneur. Justement, je voulais encore rebondir là-dessus, mais avec l'emploi du mot rebondir toutes les deux phrases. Mais je voulais rebondir donc sur cette notion-là. Tu as parlé des entraîneurs. Je voulais te demander qui était l'entraîneur qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Et à la suite de cette question, en quoi est-ce que cet entraîneur-là t'a marqué? Est-ce qu'il t'a inspiré? Est-ce qu'il t'a appris aussi en fait sur le plan de l'homme, mais aussi sur le plan du sportif? Quelque chose. Ouais, cool. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Fabio Celestini, pardon, que j'ai eu au Lausanne Sport, qui est actuellement entraîneur au FC Lucerne. Euh, tout simplement parce qu'il impose déjà le respect par sa carrière de joueur. Il a un certain charisme. Il a été capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc, déjà ça, pour nous, pour moi, à moitié français, mon père était fan de l'OM. Enfin, il est fan de l'OM. En tant que roman, on guette un petit peu ce que nos voisins français font par rapport au foot. On a toujours un petit œil sur la Ligue 1 ou sur le Canal Football Club ou peu importe. Et ça, forcément, ça parle, quoi. Capitaine de l'OM, c'est capitaine, il a été capitaine au Vélodrome devant 60 000 personnes. Enfin, il y a même pas besoin de le décrire. C'est exceptionnel, quoi. C'est génial. Donc déjà là, ça impose le respect. Et surtout, ce qui m'a marqué, lui, c'est la philosophie de jeu qu'il nous a transmise parce que j'avais jamais connu, avant mon arrivée au LS en 2016, un coach qui est aussi pointilleux sur les détails, mais surtout qui donne une vraie philosophie, une vraie identité à son équipe. C'est-à-dire, il prenait le jeu, mais c'est bien beau de prendre le jeu parce qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que tous les coachs disent on prend le jeu, on veut jouer au foot. Nous, on aime jouer. Mais en vrai, comment ça se concrétise le week-end sur le terrain, c'est pas toujours le cas. Et lui, c'était poussé à l'extrême. Lui, c'était sortir depuis derrière, un ballon au sol. En fonction du pressing de l'adversaire, s'il y a 4 joueurs, tu ressors comme ça. S'il y a 5 joueurs, tu ressors comme ça. S'il y a 6 joueurs, le gardien fait monter l'équipe. Tout plein de petits détails, tout plein de petits codes. Il a tout codifié et il nous a vraiment transmis ces gènes-là. Ça a pris du temps, c'était pas parfait, de loin pas. Quand on essayait de sortir des fois le ballon en zone 1, ça a débouché sur des petites boulettes, sur des buts de gag, sur des erreurs de débutants.
Mais lui, il allait au-delà de ça. Il disait, ben, je suis fier de ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé. Je me rappelle, une fois, on a perdu 7-2 à Young Boys sur leur synthétique. Alors après, c'est un peu extrême hein, comme discours d'après-match, mais il nous avait dit, on a perdu 7-2, mais j'en ai rien à foutre. Je suis fier des principes qu'on a mis en place. Je suis fier de vous. Vous avez joué avec courage. On a fait des erreurs bêtes, oui, mais vous avez vraiment essayé d'appliquer ce qu'on a travaillé depuis des mois. Et ça m'avait marqué. Donc, ouais, c'est cette philosophie de jeu qu'il a vraiment donné à son équipe. J'aime beaucoup comment tu parles de lui et la passion qui se dégage, c'est vraiment Ah, classe. c'est ça. J'ai pas parlé de la passion, mais ça va de soi, en fait. C'est quelqu'un qui respire foot, qui parle foot, bah voilà, c'est sa vie, c'est son quotidien depuis qu'il est tout petit. Après sa carrière, il a très vite switché sur le métier d'entraîneur et il y a pas beaucoup enfin, c'est un vrai passionné, quoi. Il s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Italie, en Espagne. C'est des vrais pays de foot, c'est un peu plus qu'en Suisse, malheureusement. Mais non, c'est comme tu l'as dit, c'est la passion qui domine quand on parle de lui, ouais. Pour revenir un peu sur ta carrière, de nouveau, un autre moment marquant, c'est la blessure que tu as subie il y a quelques années. Euh, je voulais, en fait, avec Guillaume, te demander comment est-ce que tu as pu surmonter cet obstacle qui a été certainement un des plus difficiles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, je pense que ça, c'était, ben, oui, c'était le moment le plus difficile de ma carrière, encore plus maintenant parce que c'est ce qui a précipité l'arrêt de ma carrière. Donc forcément, oui, ça a été compliqué. Là, par contre, bah, je suis passé entre guillemets à autre chose dans le sens où mon genou est encore en bon état pour une personne sédentaire. Je peux encore faire du sport, pas comme un footballeur pro, mais ça me permet de vivre normalement et je touche du bois. J'espère que ça sera le cas encore très longtemps. Mais c'est vrai qu'au moment où ça arrive en 2018, c'est très compliqué à gérer parce que ben c'est peut-être le moment où je joue mon meilleur football. L'équipe tourne bien, on fait des bons résultats, je crois on est en Super League. Je crois qu'on est dans une bonne spirale. Et puis surtout, en tant que dans l'équipe, j'ai un rôle important, un rôle de leader. Je suis parmi les 3 capitaines du coach. Il me fait, enfin, voilà, je sens que le coach, le staff a une vraie confiance en moi et je suis libéré sur le terrain, quoi. Je me sens bien, tout se passe bien. Et puis surtout, à ce moment-là, c'est 2018, 9, j'ai 26 ans et j'ai des perspectives, entre guillemets, pour peut-être accéder à un plus grand club. J'ai pas des offres concrètes sur la table au moment où je me blesse, mais mon agent me fait plus ou moins sentir que si je continue comme ça, l'été qui vient, il y aura de quoi peut-être signer un joli contrat dans un meilleur club en Suisse. Je parle pas d'étranger ou quoi que ce soit, mais en Suisse, peut-être un club intermédiaire, pas un top club, pas Bâle, pas Young Boys, mais un club intermédiaire, il y aurait peut-être eu moyen à ce moment-là. Donc, on dit souvent que les blessures, elles arrivent au plus mauvais moment. Bah là, c'est peut-être le cas à ce moment-là. Donc, dans un premier temps, ouais, c'est un énorme coup de massue parce qu'en fait, c'est pas lié à un choc, c'est pas lié à un tacle ou quoi que ce soit, c'est de l'usure. C'est de l'usure du cartilage. Donc, moi, dans ma tête, le genou est fatigué, mais je vais m'y remettre, enfin, je vais me remettre bien et puis il y aura pas de problème. Sauf que, ben, le verdict des médecins, ben, il est sans appel. C'est 8 à 12 mois de convalescence. Enfin, c'est grosse opération d'abord. 8 à 12 mois de convalescence. Et en fonction de la technique d'opération qui est choisie, ben c'est du 60-40 sur le fait de pouvoir rejouer au foot. Donc bon, là à 26 ans, on prend ben ouais, on prend une bonne droite dans la gueule, donc c'est compliqué. Je suis pas un mec très sensible, je suis pas un mec qui pleure beaucoup. Par contre là, j'ai jamais autant pleuré, je crois. Ça a été compliqué. Et finalement, ben voilà, j'attends d'abord sur ce donneur qui va me donner une greffe de cartilage. J'attends d'abord 3 ou 4 mois juste pour ça. Donc tous les matins, je me pointe à l'entraînement, je participe pas aux entraînements de l'équipe, je vais en muscu pour essayer de prendre de l'avance, de muscler mes cuisses, enfin ma cuisse, en prévision de l'opération pour gagner entre guillemets du temps pour la rééducation. Donc pendant 4 mois, je fais que de l'entraînement de quadriceps, disque jambier. Et en avril 2018, je me fais opérer. Et après, je commence cette rééducation. Finalement, j'ai fait 8 mois de rééducation. Je suis revenu assez vite, mais je suis revenu assez bien. Et j'ai réussi à surmonter ça forcément avec mes proches, avec mes coéquipiers d'abord. Enfin, pas d'abord, avec ma famille d'abord, avec ma femme, avec mon frère, avec mes parents, avec ma famille dans le sens large, avec mes proches, avec mes amis.
Et évidemment aussi mes coéquipiers, mon staff et puis mon club qui à ce moment-là m'a bien soutenu pardon. Donc ouais, on pioche un petit peu de l'énergie autour des gens des gens qui t'entourent et puis on se met au boulot tout simplement. On se réfugie dans le travail et là j'ai jamais autant bossé de ma vie quoi. En gros c'était 2 heures de muscu, 2 à 3 heures de muscu le matin, haut du corps, bas du corps, enfin surtout bas du corps, mais j'en profitais pour faire le haut du corps. Ensuite, c'était 1 heure sur la table de physio avec les différents physios. Ensuite, je rentrais à la maison et puis je mangeais, je mettais le Compex pour continuer à muscler. C'est le Compex, c'est cet appareil avec des ondes un peu électroniques qui mobilisent les muscles, etc. Il y a différents programmes, donc je pouvais continuer à muscler ma cuisse à travers ça. L'après-midi, c'était en plein été, donc l'après-midi, je faisais beaucoup de travail en piscine, encore 1 heure à 1 heure et demie. Donc c'était des très longues journées où j'étais souvent seul, à part avec le physio, parce que j'avais pas un physio comme peut l'avoir des top joueurs actuellement qui m'accompagnent pendant 6 heures au quotidien. Donc ouais, beaucoup de moments seuls, beaucoup de moments à cogiter aussi, mais comme j'ai dit, on se réfugie dans le travail et puis on se met au boulot et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, ouais. Mais toi, donc, si j'ai bien compris là, malgré le verdict des médecins dans ta tête, tu espérais, tu voulais encore vraiment revenir. Ouais, bien sûr, parce que ouais, bah oui, je suis d'un naturel positif, je suis d'un naturel optimiste, et puis les chances, elles étaient quand même à 60 pour que je revienne, donc il y avait plus de chances que je revienne à ce que je revienne pas, donc à partir de là, oui, j'y ai cru à fond, et pour y croire à fond, il fallait travailler à fond, et au final, après coup, ça c'est une période que j'ai bien aimée parce que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris sur mon corps également. Et finalement, je suis revenu après 8 mois en décembre. On avait les tests d'endurance et je finis dans les 5 premiers après, sur 25 joueurs. Donc, ça montrait que c'était entre guillemets la récompense. Ça me montrait que j'avais bien travaillé, que j'étais dans le juste durant ces 8 mois. Je suis revenu aussi avec 3 ou 4 kilos de plus de muscles. Donc, j'étais bien, je me sentais bien physiquement, bien dans les duels. J'avais pas de douleur. Donc, à partir de là, ouais, tout était au beau fixe et puis les signaux étaient au vert, quoi. Pour revenir sur quelque chose c'est vrai, on n'a pas forcément l'habitude de parler avec des gens qui vivent ça au quotidien. Mais tu as parlé donc de ta greffe, donc tu as eu un donneur qui t'a permis d'avoir le genou que tu as aujourd'hui, certainement. Est-ce que tu as rencontré cette personne ou pas? Ah bah là c'est un peu une question bête parce qu'en fait, c'est des personnes mortes, en fait. Ouh, Ouais, ok, c'est une personne malheureusement qui est décédée, paix à son âme. Et en fait, c'est à partir de là, il y a des banques d'organes, il y a des banques je sais pas, d'articulations. Et c'est une partie qui a été, qui a été, enfin, c'est grâce à ça que j'ai pu, en fait, me remettre au boulot parce que, voilà, c'est grâce à ce donneur-là, entre guillemets, que j'ai eu cette greffe de cartilage et d'os, ouais. ok, ouais, on me fait pas à son âme, mais je savais pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'apprend quelque chose. Mais par contre, non, mais par contre, c'est une bonne question. J'ai essayé de me renseigner par rapport à la famille ou quoi que ce soit. On sait jamais trop comment réagir dans ces moments-là, mais en fait, non, c'est tellement confidentiel qu'on peut même pas remonter à l'origine du donneur et à sa famille ou à ses proches. Donc, non, malheureusement, je sais juste que j'ai pu, grâce à quelqu'un qui est malheureusement nous a quittés, que j'ai pu profiter d'un cartilage et puis d'une partie d'os d'un genou. Ouais. Ok, très bien. Et puis, voilà, tu as parlé de ta famille notamment, donc qui t'a aidé ou tu puisé de l'énergie et de la ressource à travers ta blessure. Mais pour venir ouais, depuis le début, depuis ton enfance, quel a été vraiment le rôle de ta famille par rapport à ta carrière? Quelle importance a eu ta famille? Ah, un rôle super important. Je pense que tous les footballeurs ou presque pourront le confirmer. C'est primordial de pouvoir compter sur le cercle familial, sur le soutien des parents, surtout quand on est jeune, parce que j'imagine même pas le nombre de kilomètres qu'ils ont dû faire pour moi, pour me suivre, pour m'amener aux entraînements, pour me ramener après le boulot des entraînements. Euh, je préfère pas savoir aussi combien d'argent ils ont dépensé pour le matériel, pour les chaussures de foot, parce qu'à 13, 14 ans, on adore avoir les nouvelles Nike, surtout les nouvelles Vapor qui étaient super chères à l'époque. Donc oui, enfin, c'est un soutien logistique, c'est un soutien
en temps, c'est un soutien en argent, c'est un soutien surtout moral. Parce que mes parents, ils m'ont beaucoup aidé, d'abord dans l'éducation, et puis ils m'ont surtout motivé, poussé à donner le meilleur de moi-même. Et puis c'est beaucoup grâce à eux, au final, qu'on signe finalement un premier contrat professionnel. Parce que à 17, 18 ans, honnêtement, j'étais encore un bébé, j'étais encore un gamin. Et à ce moment-là, j'étais depuis pas très longtemps. Enfin, non, en fait, j'avais même pas intégré la première équipe, donc j'avais connu que les juniors. J'avais pas mon permis de conduire. Enfin, et au final, mes parents, ils étaient là au quotidien pour moi et avec moi et avec mon frère. Donc ouais, le rôle, il est ultra important et j'en serai à jamais reconnaissant parce qu'ils m'ont toujours aidé, puis ils m'ont beaucoup conseillé aussi. Mon papa a joué au foot jusqu'en plus ou moins en première ligue, l'équivalent de la première ligue actuelle. Donc il connaît très bien le foot, c'est un passionné aussi. Ma maman, elle s'y intéressait aussi par la force des choses. Elle avait des frères aussi qui jouaient. Elle s'y intéressait par rapport à mon papa, qu'elle allait voir jouer sur le terrain à l'époque. Et non, ils m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont aidé à faire les bons choix. Et puis surtout, mon papa, par exemple, après les matchs, où je lui suis très reconnaissant, c'est il était toujours mesuré dans ses commentaires d'après-match, dans ses feedbacks. Quand je jouais bien, il me disait jamais que c'était exceptionnel. Et quand je jouais mal, il me disait jamais que c'était catastrophique. Et ça, au final, je pense que c'est la bonne posture à adopter en tant que parent parce que, il m'a évité de me croire plus beau que ce que j'étais, de me croire plus fort que ce que j'étais. Après, quand on est adolescent, on a forcément des phases où on prend un petit peu la grosse tête, mais c'est resté plus ou moins dans des proportions convenables. Et à l'inverse aussi, il y a beaucoup de parents à l'heure actuelle qui sont très durs avec leurs enfants parce qu'ils veulent à tout prix qu'ils réussissent et ça instaure une certaine pression qui est néfaste. À l'inverse, il a jamais été comme ça, mon papa. Il m'a jamais insulté, il m'a jamais dit que j'étais nul, que jamais j'y arriverais. Enfin, et ça, voilà, c'est beaucoup grâce à lui que j'ai gardé une certaine ligne de conduite dans ma progression. Tu as dit qu'à 17, 18 ans, tu étais encore un bébé. Je sais plus si c'est bien ça le mot que tu as employé. Mais Ouais. par rapport à aujourd'hui, et voilà, le recul que tu as et les années qui se sont écoulées, est-ce que tu peux donner des conseils au Jérémy Manière qui a les 15 ans? Euh, des conseils, je dirais simplement, je lui redirais simplement de croire en ses rêves, de travailler dur et puis surtout d'avoir la passion parce que c'est la passion qui fait avancer au final. C'est pas sans passion, on a beau vouloir réussir une carrière, si on n'a pas ce feu en soi qui nous fait aimer le jeu, qui nous fait aimer aller à l'entraînement, voir ses coéquipiers, rentrer, avoir un match le week-end. Des fois, je rentrais le week-end, je jouais encore au foot dans le jardin. Au final, c'est le feu qui nous fait avancer. C'est cette passion-là. C'est pas le fait, c'est pas l'envie des parents de nous voir réussir. C'est pas le fait à 15 ans, on pense pas à vouloir gagner 100 000 francs par mois pour être un footballeur. C'est pas ça. Bien sûr que certains, ils ont ça dans leur tête. Mais ceux qui ont ça dans leur tête et qui sont pas passionnés, jamais ils y arriveront. Il faut quand même un petit soupçon de passion pour réussir. Donc non, moi je lui dirais tout simplement au Jérémy de l'époque de croire en ses rêves, de garder cette envie de jouer au foot, cette fraîcheur et puis voilà, de s'accrocher parce que c'est difficile, mais de tout donner, ouais. Dans le, dans le document de pré-interview, pour basculer sur un autre sujet, un des sujets qui t'intéressait à discuter, c'était la question des centres de formation. Une tendance qu'on voit se dessiner ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui partent à l'étranger, alors que statistiquement, on voit bien que les jeunes joueurs, enfin les joueurs de l'équipe suisse actuelle, ont tous réussi en Suisse, actuelle, hein, je dis bien, avant de partir à l'étranger par la suite. Je crois qu'il y a seulement 2 joueurs, si on peut les citer, qui ont réussi à s'imposer à l'étranger. C'est Yohan Djourou et Diego Benalio, si je prononce correctement. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et ouais, ton avis et comment est-ce que tu conseillerais les jeunes par rapport à ça? Parce que évidemment, je pense que c'est un choix difficile quand tu as la possibilité d'aller dans un grand club à l'étranger, de refuser cette opportunité-là, c'est toujours difficile pour rester dans un club plus petit chez soi, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Tout d'abord, je dirais que pour moi, la formation des jeunes en Suisse, elle est bonne. Ce qui fait que on croit toujours que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément le cas. Je pense qu'en Suisse, on forme vraiment bien les jeunes joueurs.
c'est vraiment pas là qu'il y a un problème. Il y a des très bons formateurs, il y a un système de diplôme qui est organisé, qui est établi et qui a fait ses preuves aussi. Comme tu l'as dit, tous les joueurs de l'équipe suisse pardon, actuelle, ben, ils ont profité de ce système-là, la plupart, et au final, ça n'a pas trop mal réussi. On pourrait toujours prendre l'exemple de la Belgique, qui est un petit pays, mais qui est encore bien plus fort que nous sur le plan, enfin, au niveau de la sélection, mais chacun a ses réalités. Donc, moi, ces jeunes-là, enfin, aux jeunes joueurs, je leur dirais, écoutez, si vous êtes dans des bons clubs en Suisse, si vous vous sentez valorisé, si vous avez tous les outils à disposition pour progresser, restez bien chez vous enfin, restez à la maison, restez en Suisse, restez proche de votre famille parce que justement, le confort familial, le cocon familial, c'est quelque chose de super important aussi. Et ça, on a tendance à un petit peu sous-estimer les effets que ça peut avoir chez un jeune footballeur qui part à l'étranger. Après, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce qui se dit au niveau de l'ASF. Il y a eu pas mal de théories à ce niveau-là sur le fait que il faut surtout pas partir à l'étranger, blablabla. Alors oui, je peux le concevoir. Par contre, moi, je me mets à la place de certains jeunes. À 15, 16, 17 ans, j'étais bon, mais j'étais pas un top joueur sur le plan national, donc j'ai jamais eu des offres de top clubs étrangers. Donc je peux pas parler à la place de ces joueurs-là, mais moi, je trouve simplement humain de vouloir peut-être saisir sa chance si à 15 ans, Chelsea nous appelle et puis il y a un projet pour nous à l'académie de Chelsea, en ayant à côté aussi une école qui peut nous accueillir. Donc voilà, moi je jette pas la pierre à ces joueurs-là, je jette pas la pierre non plus à ces familles-là parce que ça fait envie, parce que c'est une expérience de vie aussi. Et puis, les joueurs qui n'ont peut-être pas réussi leur carrière en partant tôt à l'étranger, bah, peut-être qu'ils sont revenus avec un bagage supplémentaire et puis ils réussissent très très bien leur vie, peut-être dans un autre domaine. Donc moi, je serais peut-être pas aussi catégorique que certains formateurs en Suisse, que certains dirigeants en Suisse par rapport au fait de partir à l'étranger. Je connais aussi des joueurs, des proches, des amis qui ont eu l'occasion de partir à l'étranger, qui sont pas forcément partis. Certains sont partis, oui, d'autres pas. Et après coup, ils se disent, oh, bah, finalement, j'aurais peut-être dû tenter le coup parce que, alors oui, j'ai peut-être réussi une carrière, mais peut-être j'aurais peut-être réussi encore mieux ou peu importe. Je vais pas les citer, mais ça existe. J'en ai plein des exemples comme ça. Donc, il y a vraiment, je dirais chacun son chemin. On a tous nos différences, on a tous des contextes familiales différents, on est tous issus de clubs et de structures de formation différentes aussi. Donc, non, enfin voilà, comme je dis, il y a les deux possibilités, franchement, sont, sont envisageables selon le contexte. Ce que tu as dit, Ouais. ça me donne envie de revenir pardon, sur quand on parlait avant de ton transfert à Toul, sauf erreur, et tu as dû Ouais, déménager pour la première fois. Je voulais justement te demander comment ça s'était passé ton adaptation, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on a une particularité. Il y a 4 langues. Donc il n'y a pas cette unicité qu'on trouve, cette unité, ou je sais pas comment on appelle ça, à l'étranger. Donc en quelque sorte, tu as déménagé à l'étranger, mais dans ton pays, comment est-ce que tu as vécu cette adaptation et puis le fait que tu vives seul pour la première fois quand tu es jeune, ouais. je pense, voilà, c'est quelque chose quand même. Ouais, bon, après, voilà, c'est Valorbe, Toul, enfin, Valorbe, c'est où mes parents habitent, où j'habitais, et puis Toul, où j'habitais, c'est 130 kilomètres. Donc, c'est plus ou moins, allez, en 1 heure et demie, j'étais chez mes parents, donc c'était pas non plus la fin du monde. Mais je dois aussi être honnête, les premières semaines, elles ont été difficiles, ouais. Elles ont été difficiles parce que, ben, j'étais habitué à jouer en Challenge League avec Yverdon, on était tombé malheureusement l'année précédente. J'intègre tout d'abord les moins de 21 de Toul en première ligue. Il faut de nouveau prouver. Il faut leur montrer que, bah, en plus, moi, j'avais signé un contrat professionnel à Toul. Et moi, j'arrive dans une équipe moins de 21. De loin pas, tous les joueurs en avaient un contrat professionnel. Donc déjà là, je ne veux pas dire qu'il y avait des jalousies, mais ils te regardent peut-être différemment. Tu parles pas la langue. Ils se demandent qui t'es. Tu peux pas vraiment. Je parlais l'allemand de l'école, tu vois, enfin, vous voyez, le bon allemand. Donc, on sait qu'en sortant du gymnase, notre niveau, les romans, souvent, il est limité, quoi. Donc, je pouvais pas vraiment non plus créer des super liens avec mes coéquipiers dans un premier temps. Et puis surtout, il y a tout ce qu'il y avait à côté. Comme vous l'avez dit, ben, vivre seul, se faire à manger seul, faire son ménage, payer ses factures, c'est plein de petits trucs au début qui sont difficiles parce que je pense que je suis pas trop con.
Par contre, il y a plein de trucs que j'avais jamais fait et puis que je devais apprendre la vie en fait. Donc ouais, ça faisait beaucoup de changements d'un coup et c'était les premières semaines étaient difficiles, ouais. Elles étaient vraiment franchement difficiles. Tous les week-ends, dès que j'avais un petit moment, je rentrais à la maison pour voir mes potes, pour voir ma famille, parce que je veux pas dire que j'avais le blues, mais il y avait des moments compliqués, ouais. En fait, là, tu as parlé de nouveau d'une intégration dans un groupe. Tu as dit, voilà, tu étais un des seuls jeunes qui avait un contrat professionnel. On te regardait d'une certaine manière. Ça me donne envie de parler de la chose suivante, c'est que souvent, même à l'étranger, dans les plus grands championnats, la manière dont on critique dans la presse les grandes équipes, on parle très souvent de tactique. Mais en fait, quand je t'entends parler, je me dis, il y a beaucoup de tactique dans cette histoire pour gagner des matchs, mais il y a aussi beaucoup de humains, il y a beaucoup de savoir construire un groupe, trouver les bons profils de joueurs, s'assurer qu'ils puissent, que voilà, toutes les personnalités puissent se marier ensemble, enfin, s'accepter, des choses comme ça. Mais Est-ce complètement, que complètement. sous-estimer en fait ce discours-là? Est-ce qu'on fait pas trop en fait un focus sur la tactique et on oublie en fait le reste qui est la base, c'est-à-dire bien s'entendre parce que c'est un groupe, c'est un sport collectif. Est-ce qu'on sous-estime pas ça? On sous-estime clairement ça. Et puis, à titre individuel, moi, je vais te dire, franchement, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Pour donner le meilleur de moi-même, pour être en confiance sur le terrain, pour tenter des gestes, pour être à l'aise dans mes gestes, etc. Pour ça, c'est pas gagner le respect du coach. Pour moi, c'est pas gagner le respect de l'assistant. Pour moi, c'est pas arriver avec un contrat de 3 ans et puis être bien rémunéré. Pour moi, la base de la confiance dans le jeu, c'est d'être accepté par tes coéquipiers. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Si t'es pas accepté par tes coéquipiers, si tu sens pas la confiance, si tu sens pas le respect, si tu sens pas l'estime de tes coéquipiers, ça, pour moi, c'est compliqué. En tout cas, moi, c'est peut-être par rapport à mes traits caractéristiques humaines, mais moi, pour vraiment pouvoir donner le meilleur de moi-même, j'avais besoin de sentir, ah ouais, mon coéquipier, il me fait confiance, il me trouve bon, ou j'en sais rien. Enfin voilà, j'ai montré à l'équipe, j'ai fait un bon match. Là, maintenant, c'est bon, je peux lâcher les chevaux et puis tout va bien se passer. Et ça, c'est vrai qu'au début, dis-moi, C'est très intéressant ce que tu dis. et je vais te donner un exemple très concret par rapport à ça. C'est ma période à Toon. J'intègre, avec les moins de 21, ça se passe bien. J'intègre rapidement la première équipe. Mais j'ai presque envie de dire maintenant, je suis jamais complètement arrivé vraiment dans cette première équipe. Parce que déjà, il fallait m'intégrer humainement. Et humainement, bah, je traînais beaucoup avec les francophones, donc ça se passait bien. J'étais pas malheureux non plus. Par contre, bah voilà, créer des liens avec les Suisses allemands ou avec d'autres joueurs étrangers, c'était parfois compliqué parce que j'étais jeune. Et puis, j'ai jamais été timide, mais quand tu arrives en tant que jeune dans un club de Super League, quand tu parles pas la langue, tu as forcément une certaine timidité au début. Et pour vous dire franchement, moi, les 6 premiers mois en première équipe à Thun, j'allais tous les matins, limite avec la boule au ventre à l'entraînement, parce que j'avais pas encore gagné le respect de mes coéquipiers, j'avais pas encore gagné l'estime de mes coéquipiers, et peut-être que j'ai pas montré mes vraies qualités, mon vrai visage, et au final, à Thun, en 2 ans, j'ai fait une quinzaine de matchs. J'ai découvert la Super League, oui, j'ai par moments montré mes qualités, mais sur la durée, c'est peut-être aussi en partie outre la concurrence, le fait que j'avais de la concurrence, vraiment jouer 6 ou central, et il y avait des joueurs plus forts que moi à ce moment-là, vraiment, en toute humilité, il n'y a vraiment pas de problème, je peux le dire, en toute objectivité plutôt, il y avait vraiment meilleur que moi. Mais je pense pas non plus que j'ai joué à mon meilleur niveau parce que justement, je sentais pas encore cette estime de mes coéquipiers. Et il y a d'autres joueurs qui n'ont pas du tout besoin de l'estime des coéquipiers, du respect des coéquipiers. Et de base, c'est marrant parce qu'en fin de carrière, j'avais vraiment, enfin même tout au long de ma carrière, je dirais que j'avais une bonne confiance en moi. Les gens qui me connaissent pas pourraient peut-être me dire des fois, oh, il est arrogant, lui, des trucs comme ça, mais je doutais pas en fait. Je faisais un mauvais match, ça m'atteignait pas, j'enchaînais avec le suivant, ça me posait pas de problème. Je doutais vraiment pas et j'étais, je pense, assez bon mentalement. C'était une de mes qualités, on va dire ça comme ça, le mental. Par contre, à Thun, j'étais un peu plus fragile à ce moment-là, j'étais jeune et c'est peut-être ce qui m'a empêché peut-être de montrer sur la durée mes qualités, ouais. Comment tu fais pour obtenir le respect de tes coéquipiers? Bah d'abord, ça passe par des liens humains, moi je trouve. C'est montrer que c'est tisser des liens sociaux dans le vestiaire. Mais après, tu vas me dire, tisser des liens sociaux, c'est bien, mais si tu es une pile sur le terrain, tu vas pas gagner le respect non plus. Donc, pour moi, ça passait déjà là. C'est d'abord essayer d'apprendre à connaître tes coéquipiers, montrer qui t'es, montrer tes valeurs, apprendre à connaître, voilà,
passer des bons moments, hors terrain avec ses coéquipiers-là. Et puis après, faut prouver sur le terrain. Parce que comme j'ai dit, si t'as beau être le plus sympa des mecs, être un mec en or dans le vestiaire ou en dehors, si t'es nul sur le terrain, ben, au final, c'est la réalité qui te rattrape. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. C'est montrer ses qualités, c'est avoir, quand on nous donne la chance, première titularisation, première entrée en jeu, montrer qu'on n'est pas là par hasard, montrer qu'on a mérité d'être là, et puis simplement se rendre utile à l'équipe, quoi. Se rendre utile, défendre comme un chien, sauver sur sa ligne, gagner des duels, bien relancer. Enfin, voilà, se rendre utile, montrer ses qualités. Et puis c'est aussi, ça passe par le succès. C'est les succès communs, c'est les réussites communes d'une équipe qui vont forger l'état d'esprit d'une équipe au final. Non, c'est vrai que là, comme tu parles, on sent vraiment, bah, l'importance du mental dans le foot. Que c'est clair, comme tu as dit, oui, tu as des moments où c'était un peu plus fragile et ça, ben, par rapport à quelqu'un d'autre qui justement lui, voilà, n'est pas impressionné et sûr de lui, ben, ça fait directement la différence aussi. Clairement, ça aide. Mais c'est marrant parce que justement, comme je disais, durant une carrière, on évolue parce que le Jérémy de Toon, c'est pas du tout le même Jérémy humainement qu'en fin de carrière, par exemple. Mais ça m'a peut-être permis justement d'évoluer et puis de ne jamais douter finalement après. De pas douter de ses qualités et puis d'être bien, d'être serein avec ses qualités. Ouais. Maintenant que tu as du recul un peu, c'est quoi la différence entre le Jérémy de Toon et le Jérémy de fin de carrière? Euh, le Jérémy de Toon, entre guillemets, il arrive, comme j'ai dit, il arrive dans un nouvel environnement. Il a jamais joué encore en Super League. Il y a des joueurs, il arrive dans une première équipe, les joueurs, personne ne connaissait, ou presque. Certains, j'avais joué contre eux en Challenge League, mais la plupart me connaissaient pas. Et en fin de carrière, finalement, si je prends l'exemple de Stade, c'est un peu le cas inverse. J'arrive, entre guillemets, en tant que joueur presque de Super League. Mon dernier match officiel, c'était en pro, c'était en Super League. Après, je signe à Stade. Et là, j'ai de nouveau tout à prouver. Il faut montrer mes qualités, mais les gens, c'est Stade, c'est mon content, c'est d'anciens potes. Donc les gens me connaissaient et ça facilite l'intégration et puis le fait d'être bien avec soi-même sur le terrain. Parce que j'ai aussi envie de rebondir là-dessus. C'est vrai qu'avant, on parlait aussi bah, de ces jeunes qui partent à l'étranger. Et ben, à ces jeunes, mais qui sont partis bon, à l'étranger, à Thun, qui était aussi un nouveau monde pour toi avec la langue aussi. Mais je pense qu'il est difficile, c'est surtout de sortir de ce cocon familial. Et j'ai envie de dire, pas peu importe l'âge, mais j'ai envie de dire que même si tu pars à 23-24 ans où tu as peut-être plus d'expérience, ça sera quand même difficile de quitter ce cocon familial auquel, ouais, où tu as toujours vécu. Et C'est possible. Après, chacun est différent. Hein. Chacun est différent. Il y en a qui s'adaptent très vite à 15-16 ans à l'étranger. Moi, à 20 ans en Suisse allemande, les premières semaines étaient un petit peu difficiles, mais j'ai pas de honte à le dire. Hein. Ça me fait penser, par exemple, à 14 ans, j'aurais pu aller au Lausanne Sport, déjà à ce moment-là, dans le centre sport-études qui est à côté du stade de la Pontaise. Et je me rappelle que j'étais trop content au niveau sportif, mais par contre, 14 ans, j'étais pas prêt de quitter le cocon, de quitter mes potes de l'école. J'étais encore peut-être trop bébé dans ma tête et il n'y a pas de problème à le dire, il n'y a pas de honte à le dire. Et finalement, le jour avant je sais plus, le jour avant de signer le contrat ou je sais pas quoi, j'avais appelé l'entraîneur qui était Pierre-Alain Prat à l'époque, paix à son âme, pour lui dire que je me sentais pas prêt à venir justement au centre sport études à Lausanne et puis à rejoindre les moins de 15 du LS. Et ça, je me rappelle que, voilà, c'est un exemple. Un autre joueur, en plus, Valorbe Lausanne, honnêtement, après coup, maintenant j'ai presque 30 ans, c'est facile à dire, mais c'est 30 minutes, c'est pas un gros changement, mais quand on a 14 ans, on a notre petite réalité, notre petit cocon familial, notre petite école. Moi, j'avais mon petit village où je me sentais bien. Je viens pas de la ville à la base, donc peut-être ça joue un rôle aussi dans mon développement. Et j'avais justement, voilà, refusé finalement au dernier moment d'aller au LS à 14 ans. Et c'était peut-être les prémices de ce qui m'attendait à 20 ans à Toul, où j'étais les premières semaines, pas au top, mais au final, ça m'a forgé. Et je crois qu'il faut passer par là. Peu importe ce qu'on fasse, ce qu'on fait dans la vie, qu'on soit aux études, qu'on soit footballeur, qu'on soit ébéniste ou maçon, peu importe, il y a forcément des périodes difficiles. Et puis, je pense que pour le développement personnel, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui est très important même. Les gens qui restent toujours dans leur confort, je suis pas sûr qu'au final, ils aillent très, très loin dans la vie ou qu'ils soient très heureux. Hein. Parmi toutes les équipes que tu as pu rencontrer, enfin, avec lesquelles tu as joué, quel a été le meilleur groupe?
Ah, mais alors ça, de loin, de très très loin même, c'était le groupe du LS en 2015-2016, la saison où on est monté en Super League. Ok. Moi, je rejoins l'équipe en janvier 2016. Ils sont déjà premiers de Challenge League avec Celestini comme coach, justement, Jean-Yves Aymon comme entraîneur assistant. Et, et en fait, le projet à ce moment-là du LS, c'est de se baser en fait sur sa formation, sur son identité vaudoise et sur les talents du cru en fait. Ce qui fait que sur 25 joueurs, il y a, allez, 15-20 vaudois et 5 joueurs qui viennent un petit peu soit d'ailleurs en Suisse ou étrangers. Et sur les 15-20 vaudois, on a presque tous moins de 25 ans. On s'est presque tous côtoyés en 15, 16, 17 ou moins de 18 ans. Et on se connaît tous d'une certaine façon déjà de l'époque. Donc en gros, le groupe, ben, forcément, il s'est déjà créé. Enfin, les 6 premiers mois, ils ont tout gagné ou presque. Ils étaient premiers. Le groupe était déjà exceptionnel. Et moi, j'ai rejoint justement un groupe qui était exceptionnel. C'était une bande de potes, quoi. C'était pas le monde professionnel. C'est un peu dur ce que je dis ça, mais dans le monde pro, t'as jamais 20 potes dans une équipe. T'as tes 4-5 potes avec qui tu t'entends très bien, que tu vois en dehors. T'as les autres avec qui t'as des contacts cordiaux, que tu t'entends bien. Et certains, ben, par affinité, tu les calcules pas trop, mais c'est partout comme ça, dans tous les groupes. Là, c'est l'inverse. Là, c'est tout le monde se mélange, tout le monde voit tout le monde parle avec tout le monde rigole avec tout le monde. Les résultats, ça aide, hein, forcément, mais c'était une année exceptionnelle. Je suis nostalgique quand j'y pense parce que c'était, en fait, c'était un groupe, je sais pas, c'est une bande de potes qui joue en 5e ligue, mais là, en fait, non, c'était une bande de potes qui joue en Challenge League et qui monte en Super League. La seule différence, c'est qu'on n'avait pas toujours les caisses de bière à la fin des matchs dans le vestiaire, quoi. Est-ce Ouais, que j'ai tu envie de dire, tu dis que c'est le résultat qui amène à ça, mais j'ai aussi peut-être envie de dire dans l'autre sens, c'est aussi ça qui amène les résultats et de mettre en avant vraiment l'importance de l'esprit d'équipe, de la cohésion de groupe. Et je pense que Exact, c'est la différence. exact. C'est des choses qui vont, ça va l'un avec l'autre. Et au final, il faut encore se rappeler, cette année-là, il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés dans les dernières minutes ou dans le dernier quart d'heure. Je me rappelle plus exactement des stats. Mais au final, ce supplément d'âme, on l'avait justement grâce à cette ambiance extraordinaire qu'on avait dans ce vestiaire, qu'on a créé de notre vie au quotidien, de nos interactions sociales entre nous. Ouais. est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir dans ta carrière? C'est ça justement. Franchement, c'est cette montée. Non, alors à titre personnel, c'est forcément le premier match en pro à 17 ans, c'est spécial. Yverdon Toon, 26 avril 2008. Je me rappelle la date exacte. Ça, c'est forcément spécial parce que c'est tous les sacrifices, tous les efforts qui payent, entre guillemets. Après le premier contrat pro, c'est aussi, ça va avec. Donc, on va dire que c'est aussi important. Et il y a ma première apparition en Super League aussi. Ça me fait penser, on revient à la période de Toon, justement. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Et je me rappelle, comme j'ai dit, et là, les gens vont croire, en fait, je suis insensible, mais là, je pleure très, très rarement. Et là, je me rappelle que je suis rentré chez moi après le match, c'était le soir, et puis j'ai versé une petite larme parce que j'avais vécu des 3 semaines difficiles dans mon adaptation à Toon. Et puis là, finalement, premier match en Super League contre Servette, début d'année 2012. Et là, putain, je me suis dit, bon, dans ma voiture, personne me voit, tu peux laisser couler une petite larme. Et je dis, OK, là, les sacrifices et le travail, ils ont, entre guillemets, payé. Donc voilà, ça, c'est des bons moments. Et puis sinon, à titre collectif, parce que le foot, c'est collectif et c'est ce qui reste au-dessus de tout, c'est cette promotion en 2015-2016 en Super League avec le LS. Parce que le LS, c'est un club spécial pour moi, parce que j'y allais depuis tout petit avec mon père. J'allais voir les finales de coupe aussi au Vangdorf, à Berne, souvent. J'étais un habitué de la tribune sud. Et puis en plus de ça, c'est avec tous mes potes. Donc, quelque chose de ouf. Et je me rappelle qu'on avait été déjà sacré en avril. Et le dernier mois de compétition, c'était roue libre. Tous les matchs, on les perdait parce que on faisait la fête 3 fois par semaine. Mais le staff avait, entre guillemets, autorisé ça. Alors oui, ils n'avaient peut-être pas autorisé le fait qu'on perde 5-1 à la maladie contre Samax. C'était un peu exagéré parfois. Mais disons que on avait vraiment très, 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 très bien fêté ce titre. Et est-ce que aujourd'hui, si tu peux nous répondre, qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme?
par rapport au Jérémy que tu es aujourd'hui? Bah, il m'a apporté d'abord beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances exceptionnelles enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes exceptionnelles durant ma carrière, durant ma trajectoire, durant mon parcours autant que junior également. Je me suis fait des potes à vie, à plus ou moins toutes les étapes de ma carrière. Certains potes que j'ai rencontrés à 14 ans, je les côtoie encore, et puis d'autres que j'ai rencontrés 10 ans plus tard, c'est toujours des bons amis à moi. Donc voilà, beaucoup de belles rencontres, j'ai rencontré beaucoup de cultures différentes aussi. J'ai joué avec passablement de joueurs étrangers et j'ai adoré ça. J'ai joué avec beaucoup de Sud-Américains, avec beaucoup d'Argentins, d'Uruguayens aussi, j'ai joué avec un Costaricien qui s'appelle Yeltsin Tereda et qui je suis encore en contact, qui a joué la Coupe du Monde, qui a joué 2 Coupes du Monde même. J'ai joué avec Tai Taiwo, Nigérian. J'ai joué avec un Panaméen, Gabriel Torres. J'ai joué avec Kwang Ryong Pak, pardon, qui vient de Corée du Nord. Enfin, c'est aussi ça qui m'a plu. C'est d'autres langues, d'autres cultures, ces échanges dans le vestiaire. Parce que je suis quelqu'un de social. J'aimais bien. Je suis un bon parleur aussi, mais j'aimais bien parler un peu avec tout le monde dans une équipe, dans un vestiaire. Donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de cultures, beaucoup de potes. Et euh, et puis voilà quoi. C'est un peu ce que je retiens de ma carrière. Enfin, c'est un peu ce que ma carrière m'a apporté en tant qu'homme. En plus des valeurs qu'on a citées, le respect, le travail, la ponctualité, des choses comme ça. Bon, je pense, après cette belle et riche carrière, ces derniers mois, tu as gagné un prix, hein, comme je l'ai dit durant l'ouverture de cette discussion. Euh, Félicitations encore. Merci. Euh, donc la thématique, je crois, de ton mémoire, c'était, enfin je crois, c'est plutôt la thématique de ton mémoire, c'était la réforme du championnat de Super League. C'est un sujet qui a Du fait format de compétition, ouais. énormément de compétition. Pardon. Ouais. C'est un sujet qui a fait pas mal de débat il y a quelques mois, sauf erreur, parce que il était en question de savoir, il était question pardon, de savoir si quelque chose allait changer ou non. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, c'est marrant, ça part en fait d'une réflexion commune que j'ai eue avec passablement de coéquipiers quand je jouais encore en fait, et on se disait putain c'est deux, je suis un peu mal poli, j'enchaîne les putains là, mais c'est pas grave. On est entre nous, c'est pas grave. Et je disais justement que ces 2 championnats à 10 équipes où on joue 4 fois contre la même équipe en 8 mois, 9 mois, enfin je sais pas exactement. C'est un peu ces confrontations qui sont redondantes, qui se répètent. On était un petit peu saoulés des fois. Voilà. En tant que joueur. Un Et joli on voyait témoignage, aussi, là. Joli hein? témoignage de ce qui se passe derrière. Ouais, ouais. On était un petit peu saoulés et je voyais aussi que, bah là, c'est parti d'une réflexion surtout en particulier avec Alexandre Pache, un de mes meilleurs potes, avec qui j'ai joué justement au LS. Et c'est lui qui m'a un petit peu soufflé il savait que j'étudiais, il savait que je devais choisir un thème pour mon mémoire. Et c'est lui qui m'a soufflé un petit peu ce titre, enfin, ce thème, en fait. Puis bah là, en fait, j'ai même pas réfléchi trop longtemps. Il a dit, ben, c'était en plein dans le mille, c'était actuel, enfin voilà, j'avais plein de personnes que je pouvais contacter pour m'aider. Enfin, c'était parfait, quoi. Donc je me suis orienté sur ce travail-là. Et puis je voyais aussi dans ma réflexion qu'on était un des seuls pays à conserver un format à 10 équipes, enfin 2 fois 10 équipes avec 4 confrontations contre chaque équipe. Et je me rendais compte un petit peu que c'était obsolète parce que on parle beaucoup au management du sport du système américain, ce système de saison régulière, play-off, play-out, des choses comme ça. On parle aussi beaucoup de ce qui se fait en Belgique, qui a chaque année ou presque depuis 6 ou 7 ans a changé son format. Et on voyait un petit peu qu'autour de nous, ben, ça s'adaptait, ça se modifiait, ces formats-là. Et la Suisse, ben, fidèle à nous-mêmes, j'ai un peu envie de dire, ben, on réagit plutôt qu'on agit. Et puis, c'était un peu pour ça que je me suis intéressé à cette thématique. Bah, c'est vrai qu'on en parle un petit peu, mais concrètement, est-ce que toi, tu penses qu'il va y avoir du changement ou bien pas pour tout de suite? Bah, les dernières, si je peux dire, votations nous ont un peu montré le contraire. Les clubs, ils sont pas encore prêts à passer à 12 équipes, à 14 équipes. Et le problème qu'il y a, c'est que il y a des intérêts qui sont différents pour des grands clubs ou des petits clubs. Et ça, je peux très bien le comprendre. C'est aussi ce que c'est aussi une des réalités auxquelles j'ai fait face durant mon mémoire, c'est que il n'y a pas de solution parfaite. On est un petit pays avec peu de grandes villes. Donc, qui dit peu de grandes villes dit peu de grands tissus économiques.
qui dit peu de grands tissus économiques, dit peu de gros sponsors, qui dit peu de gros sponsors ou de gros médias, dit peu de droits TV. Enfin bref, il y a tout qui est un petit peu imbriqué l'un avec l'autre, donc c'est compliqué de passer direct de 10 à 18. Enfin, on n'aura jamais 18 équipes en Super League, on est d'accord. Mais voilà, les clubs sont assez réfractaires à ça parce qu'ils regardent, mais c'est un peu partout pareil. En France, c'est pareil. Hein. Ils regardent d'abord leur intérêt perso, leurs finances personnelles, ce qui est normal aussi parce qu'il y a des budgets à tenir. Mais un Young Boys sur un bal va pas réfléchir de la même chose qu'un Toon ou bien un Lugano, ça c'est clair. Et c'est un petit peu les limites d'un d'éventuel changement de format. Ouais. Puisqu'on parle football un peu et que maintenant tu es dans ta deuxième carrière sportive, mais dans les bureaux plutôt. Ouais. Comment est-ce que tu penses que le championnat suisse va réagir par rapport à cette situation du Covid? Euh, ouais, comment ça va se passer les prochains mois? Est-ce que ça va avoir des impacts aussi très négatifs sur les prochaines années? On voit que peut-être en France, bon, il y a une crise économique qui s'annonce. Voilà, ça va impacter aussi certainement le montant des transferts qui est en train de grimper énormément ces dernières années, qui va peut-être commencer à se stabiliser ou même baisser. Si on prend le cas particulier de la Suisse, qu'est-ce que tu penses qui va changer ou non? Bah, ça va être très compliqué pour la Suisse parce qu'on voit déjà que les clubs, ils ont des finances dans le rouge. Que la Suisse, entre guillemets, elle perd du terrain par rapport aux autres championnats de moyenne envergure. C'est compliqué d'attirer des bons joueurs en Suisse, même, enfin, c'était compliqué d'attirer des très bons joueurs en Suisse, même avant le Covid. Ça va être encore plus compliqué. Alors oui, tous les championnats, tous les clubs vont sûrement pâtir de cette situation, mais en Suisse particulièrement, parce que ben en Suisse, on va être contraint de recruter des joueurs j'ai même pas envie de dire de deuxième zone européenne, parce que c'est même pas ça. On va devoir attirer des joueurs de troisième, quatrième zone européenne. Mais si Parce que cette les joueurs de situation, c'était une opportunité plutôt pour justement miser sur les jeunes joueurs qu'on a, les jeunes talentueux, qui sont peut-être pas assez mis en lumière et à qui on donne peut-être pas assez d'opportunités selon les clubs, hein, parce que comme on voit, je pense ouais, aussi à la Servette ces derniers mois, je pense qu'il y a pas mal de jeunes à qui on donne l'opportunité. Je pense que c'est une tendance intéressante. ouais, Pourquoi on ne partirait pas là-dessus? De rajouter aussi, peut-être que la différence aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais avec d'autres pays, on a parlé de la Belgique, même des Pays-Bas. Je ne sais pas si ici on a, parce que tu l'as dit, la formation est bonne, mais est-ce qu'on n'a pas peur de lancer ces jeunes justement et qu'on pense trop à l'âge et qu'on n'ose pas se dire, voilà, il a 17-18 ans, il faut le jeter dans le bain et puis go. J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être un peu peur. moi je trouve pas qu'on a peur parce que je crois que les statistiques nous montrent qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui font leur début en Super League ou en Challenge League, qui est une ligue aussi pour ça. Non, je pense que la Suisse donne suffisamment sa chance aux jeunes joueurs. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Jason, c'est vrai que ça va être une des façons de se réinventer pour le football suisse, c'est de recourir encore plus que ce qui était fait auparavant à son centre de formation, parce que il y aura peut-être pas le budget pour dépenser 500 000 ou 1 million pour un joueur étranger. Donc peut-être qu'à choisir entre dépenser 500 000 pour un joueur étranger ou prendre le capitaine de notre équipe moins de 21, bah peut-être qu'on va incorporer le capitaine des moins de 21 à l'effectif de la première équipe. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est sûrement comme ça pour beaucoup de clubs que ça va se passer. Et c'est une des, une des pistes de réflexion pour le football suisse parce que je suis pas un spécialiste de la finance, je suis pas un spécialiste de l'économie du sport. Je m'y suis un peu intéressé, mais il y a des gens qui sont bien plus calés que moi sur ça. Mais la Suisse, c'est compliqué financièrement. La Suisse a peu de budget alloué au transfert. La Suisse a il y a très peu de clubs qui ont déjà des vraies structures de recrutement, des vraies cellules de recrutement, parce qu'une cellule de recrutement, ça coûte. Donc, c'est pas maintenant qu'elles vont être créées, ces cellules de recrutement-là. Donc, le travail en amont pour aller chercher des pépites dans des championnats de seconde ou de troisième zone, ça va être compliqué de mettre ça en place. Donc, ça passera peut-être comme tu l'as justement dit, Guillaume, c'est d'incorporer encore plus de jeunes joueurs aux effectifs de Super League et forcément de Challenge League, même si en Challenge League, il y a déjà énormément de jeunes joueurs qui jouent. Hein. Peut-être un mal pour un bien, justement. Et que c'est, voilà, comme tu as dit, les 500 000 ou 1 million de francs dépensés pour signer un joueur, pourquoi pas alors les investir dans son propre club, je pense aux infrastructures si c'est possible. Par Et exemple, ouais. dans les prochaines années, qui sait peut-être avec cette tendance-là, si elle se confirme vraiment,
Pourquoi pas avoir des clubs suisses qui s'enrichissent grâce à ça, grâce à leurs jeunes qui vont partir à l'étranger. Et puis un mal Moi, pour. ça fait partie de la politique de pas mal de clubs suisses, ça. C'est de mettre en valeur des jeunes joueurs, soit ses propres jeunes joueurs qu'on a formés, soit des jeunes joueurs achetés dans des championnats moindres qu'on peut ensuite revendre. Il y a énormément de clubs qui font ça justement pour faire des plus-values en Suisse. Euh, et c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Mais par contre, effectivement, au lieu d'acheter un jeune Nigérian peut-être 400 000 à son club d'origine à Lagos ou à Abuja, ben peut-être que on va tenter de mettre en valeur 100 jeunes joueurs qu'on a formés en Suisse pour ensuite faire une. J'ai même pas envie de dire une plus-value parce qu'on l'a pas acheté ce joueur-là. Par contre, on a investi de l'argent. Ce serait plus un retour sur investissement, mais c'est déjà ce qui se fait maintenant. Bon, je voulais revenir sur une dernière question. Je pense qu'on a un peu parlé de tout là, de l'homme. On a terminé sur une discussion très, très football. Mais avant de conclure notre discussion, j'aimerais te poser une question. On aimerait te poser une question qui nous tient à cœur et qui incarne ce podcast. Euh, on a déjà un peu parlé. Certainement, il y a cette réponse. On a eu la réponse dans nos discussions. Mais si tu devais tirer 3 éléments, quels sont les 3 secrets du succès selon toi, pour tous les gens qui nous écoutent, que tu peux appliquer sur et même en dehors du terrain, dans une carrière? Ouais, je l'ai déjà un petit peu évoqué parce que là, de nouveau, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début du podcast. Les 3 éléments, je dirais tout d'abord la passion parce que comme je disais, la passion, c'est l'essence même en fait de tout. C'est ton carburant au quotidien, la passion. Donc voilà, la passion, je dirais le travail parce qu'il faut pas on va pas récolter les fruits en claquant des doigts. Donc forcément, il faut bosser. Il y a certains qui ont plus de facilité que d'autres qui très rapidement vont récolter les fruits de leur labeur et d'autres qui vont devoir travailler des années avant d'avoir ce qu'ils veulent, mais finalement obtiendront ce qu'ils veulent. Donc ouais, passion, travail et puis et puis respect. Respect parce que le respect, ça englobe, c'est un mot fourre-tout un peu, mais ça englobe beaucoup de valeurs aussi. Mais je dirais le respect au sens large dans ces interactions sociales, dans bah, tout simplement au quotidien, avec euh, le respect qu'on montre vis-à-vis des gens qui nous entourent, qui nous aident, que l'on côtoie dans le travail, que l'on côtoie durant les études, enfin peu importe, mais ouais, passion, travail et puis et respect, ouais. Moi, je vais juste encore ajouter une dernière question que j'aimerais quand même te demander, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets dans ta carrière ou pas? En dehors, je pense, de ta grande blessure qui a marqué ta carrière. Bon après enfin un regret. Non, je suis content de mon parcours, je suis fier de mon parcours. Il y a énormément de jeunes qui aimeraient faire ce métier et puis qui réussiront pas, malheureusement. Enfin, la pyramide, elle est dure, quoi, elle est stricte. Donc, il y en a beaucoup au départ, peu à l'arrivée, même au petit niveau, entre guillemets. Je parle pas de la Champions League ou des grands championnats européens, mais même pour la Super League ou même la Challenge League. Il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient de jouer en Challenge League, mais qui vont jamais y arriver. Donc, non, je suis content de mon parcours, je suis fier de ce que j'ai accompli. Après, forcément, on aurait pu faire des choses mieux, des choses moins bien. Euh, c'est pas un regret, mais disons que ma blessure intervient un peu au mauvais moment parce que je pense que j'aurais pu m'installer durablement en Super League et finir peut-être ma carrière à ce niveau-là. Je suis conscient de mes qualités, je suis assez lucide, j'aurais pas pu jouer, ou alors ça m'étonne. Enfin, on sait jamais, hein, mais ça m'étonnerait vraiment ça m'aurait vraiment étonné que j'accède un jour au top championnat qui font rêver tout le monde, etc. Je pense pas que j'avais les qualités pour ça. Par contre, m'installer durablement en Super League, faire, je sais pas, une 7, 8 ans en Super League et finir ma carrière à 35 ans à ce niveau-là, ça aurait peut-être été dans mes cordes parce que je pense en fin de carrière, j'avais les qualités qu'il fallait. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de joueurs à la base qui étaient plus forts que moi et qui ont pas réussi de carrière. Et il y a d'autres, enfin voilà, faut voir ça un petit peu dans les deux sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, bah parfait. Ben, je pense qu'on va pouvoir terminer là. Bah, à l'adresse de tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner vos feedbacks.
C'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va progresser. Et puis, ben, toi, Jérémy, ben, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. On te Merci remercie les gars. d'avoir partagé ton histoire. Et puis, ben, on te souhaite le meilleur pour la suite, plein de succès dans ta nouvelle carrière. Et puis, on se dit à bientôt. Prends soin de toi. Merci les gars. J'ai passé un super moment et puis félicitations pour ce projet. C'est cool. Vraiment un beau petit projet. Podcast, il n'y en a pas beaucoup en Suisse. Et ça contribue au développement aussi du football et du sport dans notre pays. Donc c'est bien. Ça fait plaisir et puis je me réjouis de vous écouter.